Hello à tous et bienvenue sur Vie ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je vous présente dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur meilleure vie. Aujourd'hui, mes invités sont Laurie et Emeric, qui sont partenaires dans la vie et dans le business. Ils sont les fondateurs de Basic, qui est une entreprise d'accompagnement des entrepreneurs et coachs ambitieux. Ils ont plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et ils sont aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui s'est imposée comme la référence en matière de formation et de coaching pour entrepreneurs, et ce, en moins de 2 ans. Leur success story s'est écrite à la suite de plusieurs échecs et un départ plutôt difficile avec des dettes, peu de ressources financières, 3 enfants en bas âge qui sont scolarisés à la maison. Et pourtant, ils sont passés de moins 10 000 euros de dette à une entreprise millionnaire. Ils nous présentent aujourd'hui comment ils ont fait, comment ils y sont arrivés, leur parcours, quelles ont été les transformations qu'ils ont dû opérer professionnellement et personnellement pour créer leur meilleure vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Et ma toute première question, c'est comment allez-vous aujourd'hui ? Eh ben, on va plutôt bien. Je confirme, il y a du soleil, il fait beau à Paris, donc les températures sont agréables, un petit avant-goût d'été, donc génial. Ok, ben super, alors si tout va bien. Alors, le podcast Vie ta meilleure vie, c'est pour présenter le parcours de personnes qui vivent leur meilleure vie. Donc, ma première question pour vous, c'est à quoi ressemble la meilleure vie de Laurie et Emeric ? Est-ce que vous pouvez décrire les ingrédients de votre meilleure vie ? Honneur à Laurie. Les ingrédients de notre meilleure vie, je dirais du soleil, hein, tu l'as souligné en premier, c'est pas pour rien. Du soleil, des bons restaurants, du temps pour profiter de la vie, pour faire ce dont on a envie. Et puis, nos enfants autour de nous, parce que c'est notre vie depuis 8 ans maintenant d'avoir des enfants avec nous. Et c'est aussi un des ingrédients de notre bonheur aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi ? Moi, je vois l'aspect un peu plus peut-être matériel dans notre vie, matérialiste. Ok. Je reprends un petit peu ce qu'a fait Laurie, mais c'est vrai qu'il y a là où on vit, notre lieu de vie, à Paris, en Bourgogne, le fait aussi qu'on puisse aller des fois à Marseille dans le sud, parce que bon, moi je suis originaire de la région de Marseille et j'adore d'aller voir un petit peu, d'aller à la mer, tout ça, mais dans des cadres, on découvre à chaque fois de nouvelles choses, de nouveaux hôtels. Et ouais, je pense que c'est ça un petit peu aussi qui fait que là, on kiffe, on surkiffe la vie qu'on a. Et c'est pas fini parce qu'on veut encore upgrader ça. On en parlera, je crois. Ouais. Mais voilà, on vit notre meilleure vie, mais on va aller encore plus loin. Ouais, la meilleure vie, de toute façon, c'est quelque chose qui évolue. Et justement, par rapport à ça, en fait, votre meilleure vie, donc là, vous avez cité vos ingrédients. Est-ce que vous rêviez de cette vie-là il y a quelques années, ou voire même quand vous y étiez enfant ? Est-ce que c'était la projection de vos rêves d'enfant, la vie que vous avez aujourd'hui ? Pour moi, en tout cas, je ne la trouvais pas atteignable. Ouais. Okay. Honnêtement, je ne me voyais pas du tout dans ce qu'on vit là maintenant, il y a ne serait-ce que 2 ans auparavant. Et pour toi, qu'est-ce qui n'était pas atteignable en fait ? Le côté financier ou le côté non, en fait, avoir du temps et pouvoir vivre la vie qu'on veut, c'est juste pas possible, quoi. Plutôt tout. Plutôt tout. C'est-à-dire que, oui, pour moi, c'était salarié, métro, boulot, dodo, plus après le fait que j'ai pas de temps libre. Parce que si on est salarié, on est à minima à 35 heures. Voire quand tu es cadre, c'est encore, tu es au forfait, donc du coup, tu n'as pas d'heures. Et au niveau aussi, après, donc du coup, temps, plus argent, pour moi, il y avait un plafond de verre, c'est-à-dire gagner plus de 3 000, 4 000 euros par mois. C'était ouf, mais après, j'espérais pas plus. Ok. Et pour toi, Laurie ? Moi non plus, ça ressemble pas à la vie qui me faisait rêver quand j'étais petite, parce que j'aurais jamais pu imaginer ça. Enfin, j'étais, tu sais, tellement bornée dans ce que je connaissais et ce qui me semblait être possible que pour moi, le meilleur avenir que je pouvais imaginer, c'était être instite, gagner 1 400 euros et avoir une maison avec un chien et un mari. Tu vois, c'était un peu mon goal dans la vie.
Donc non, ça ne ressemble pas à ce que j'imaginais parce que c'est bien au-delà de ce que j'ai pu imaginer plus jeune. Et comment cette vision-là, du coup, elle s'est construite? Parce que vous avez eu un parcours vraiment révolutionnaire dans le sens où vous avez eu un parcours exponentiel tous les deux avec Basique. Mais là, aujourd'hui, c'est le succès, mais il n'y a pas eu que des succès. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu décrire l'avant pour qu'on puisse peut-être se projeter un petit peu sur cette trajectoire-là? Ça, pour ma part, moi, j'étais salarié. Je suis OK. arrivé assez tard sur le marché du travail parce que j'ai traîné dans les études. J'ai redoublé 3, 4 fois en tout. J'ai j'ai beaucoup entre guillemets, glandé à la fac. OK. Puis après, j'ai quand même connu, on va dire, une montée exponentielle dans le salariat, mais je n'avais pas encore cette fibre entrepreneuriale. C'est plutôt Laurie, en tout cas moi, qui me l'a donné. Et pour la première fois où on a entrepris à deux, la première entreprise qu'on a ouverte, eh ben, on s'est rétamé, mais un truc de fou. On a voulu En faire beauté. du prêt-à-porter. On s'est pris pour les nouveaux Dior ou Louis Vuitton. On s'est imaginé très beau, mais on s'est complètement vautré, mais parce qu'on a fait de très mauvais choix et qu'on n'était pas prêt non plus à accepter certaines choses pour que justement l'entreprise puisse décoller. Mais ça a été une belle expérience. Mais OK. voilà. Ça, pour ma part, voilà, ça a été un petit peu comme ça, avant Basique en tout cas. Ouais. Ouais, on est ensemble depuis 10 ans maintenant. Et notre vie ensemble, elle a commencé avec un crédit chez Ikea pour pouvoir se meubler, pour pouvoir aller acheter de quoi remplir notre toute petite appart. Et on était super heureux. Mais en fait, on avait vraiment cette impression que pour dépenser de l'argent dès que ça dépassait 500 euros, toute notre vie, il faudrait forcément qu'on ait un crédit. Tu vois, on regardait les reportages des gens qui partaient en vacances et on se disait, mais comment font-ils? Quel Ouais. est leur secret, tu vois, pour avoir de l'argent de côté? Mais comment est-ce qu'ils font pour faire ça? Et on était vachement enfermés, en fait, dans ce mode de vie où on n'avait pas la projection de comment on fait pour aller plus loin. Comment est-ce que c'est possible de faire ça? Et même si moi, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'étais comme une salariée dans une entreprise. Tu vois, je m'imposais des horaires, un rythme, de travailler avec des clients que j'aimais pas trop, d'être payée au lance-pierre. Et tout ça, j'étais OK à ce moment-là avec. Donc, comment est-ce qu'on est passé de ça à ce qu'on a aujourd'hui? C'est par palier aussi. Tu vois, on n'a pas imaginé au moment où on était grave endetté, on ne s'est pas dit ah tiens, on va avoir un business millionnaire, quoi. C'était déjà première étape, se mettre à zéro, rembourser ce qu'on Ouais. doit, payer tout ce qu'il faut pour clôturer correctement la première société qui a échoué. Puis après, pour moi, c'était remplacer mon chômage. Donc 900 euros par mois, c'était mon objectif. Puis une fois qu'on a fait ça, l'objectif, c'était de vivre un peu mieux, donc 1500, 2000 et ainsi de suite. Donc on y est vraiment allé par palier, en fait. Et comment ça a été justement émotionnellement de se dire, voilà, de se ramasser un bon gros échec dans la tronche et se dire, on va quand même continuer? C'était dur, sachant que, en plus de cet échec-là, on va dire, entrepreneurial, c'est la première fois qu'on a été propriétaire. Et du coup, même dans la maison, C'était un échec aussi, c'était la un échec maison. dans le sens où on pensait qu'on a eu en fait une maison qui était beaucoup retapée. Et l'enveloppe de travaux, c'était 40 000 euros. Et on pensait il y a 100 que tout à refaire, donc on pensait qu'avec 40 000 euros, on allait tout refaire, que ça allait être le château de Versailles. Et on a vite déchanté. Et du coup, en même temps, il y avait la société qui s'était lancée et qui s'était cassé la gueule. Donc, en fait, sur deux plans, on avait OK. beaucoup ramassé. Et on a été, je pense, en tout cas moi, pendant un an, la tête sous l'eau, quoi, à savoir qu'est-ce que je vais faire, comment on va rembourser, parce qu'on avait quand même des dettes au niveau perso et pro, et ça a été ramé, quoi. Essayer de remonter à la surface pendant quelques mois, en s'approchant, en demandant des fois de l'aide à la famille. Et puis voilà, ça a été ça. Et en plus, vous aviez déjà vos 3 enfants. Ouais.
Non. que deux. On n'en avait que deux et Mais on en la a troisième eu. était en route. La Ouais. troisième, elle était en route. Ok. La troisième est arrivée pile à ce moment-là et on était partagés entre quel bonheur parce qu'on en voulait un troisième, mais pas forcément tout de suite parce que, tu sais, dans la société, on nous dit aussi beaucoup, il faut la bonne situation, le bon moment pour accueillir un enfant. Et même si on n'était pas forcément d'accord avec ça, nous, on n'a jamais trouvé qu'un enfant, ça coûte cher, tu vois. Donc, pour nous, il n'y avait pas forcément à attendre le bon moment. Mais quand même, là, même émotionnellement, est-ce qu'on est disponible pour accueillir un nouveau bébé? C'était quand même assez chaud. Et puis, on s'est dit que de toute façon, on en voulait un troisième. Donc, allons-y. Et heureusement, et quelle bonne décision. Mais c'est vrai que c'était vraiment des moments pas faciles parce que, en plus d'avoir un projet qui se casse la gueule, on était dans un environnement qui ne nous faisait pas du bien. Tu vois, aussi bien au niveau humain que matériel. La maison, le cadre, on s'est rendu compte que franchement, on se projetait dans cette région, mais ça ne nous plaisait pas du tout. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué et on a traversé une période sombre comme ça où tu sais, tu n'as même pas une fenêtre pour t'échapper de cette vie-là. Tu ne peux pas te dire oh, bah vas-y, on se prend un week-end pour souffler. Ben non, tu n'as pas de sous. Tu peux pas te dire bah viens, on va se commander à manger. Ben non, parce que tes sous pour faire les courses, ils sont comptés. Enfin, tu vois, tu n'avais pas de fenêtre pour aller mieux. Tu n'avais pas de moment où tu pouvais te dire comment est-ce qu'on souffle en fait dans tout ça, comment est-ce qu'on le met sur pause. Donc, émotionnellement, ça a été dur, mais par contre, pour moi, ça n'a jamais été une question de se dire est-ce que je vais entreprendre quelque chose d'autre? C'est évidemment oui. Il n'y avait pas d'autre option que celle de rebondir et de repartir sur un autre projet. Et ça, tu vois, tu penses que ça vient d'où, justement, cette espèce de force où tu te dis, voilà, c'est juste un échec, c'est juste une étape et c'est pas du tout la fin. Tu vois, il y a quelque chose après, je garde la motivation parce que beaucoup, je pense, se seraient arrêtés là. En fait, c'est soit j'ai une vie de merde et je fais rien pour changer et du coup, ce sera ça ma vie tout le temps. Ou alors, j'arrête de me lamenter là-dessus et je rebondis et je trouve autre chose. Enfin, en fait, pour moi, quand je mettais dans la balance ne rien faire parce que ça a été trop dur de vivre un échec, ou alors repartir et peut-être revivre un échec, c'est clairement ce deuxième choix qui l'emportait parce qu'en fait, c'était pas acceptable pour moi la situation qu'on avait là. Elle me plaisait pas, ni notre situation familiale, ni financière, ni même juste pour moi. Tu vois, ça me nourrissait pas, enfin, au contraire, c'était tout l'inverse. Donc, je me voyais pas en fait rester là-dedans et attendre que le temps passe. J'ai compris très jeune qu'il y a personne qui allait venir me sauver et que si je voulais faire quelque chose de ma vie, il y a que moi qui pouvais y aller. Donc en fait, j'ai pas attendu qu'on vienne me sauver ou je ne sais quoi. Et je me suis dit, si tu veux quelque chose de différent, fais quelque chose de différent et vas-y, quoi. Ok, et ça, tu vois, tu penses qu'on peut l'acquérir, justement, cet état d'esprit de se dire, bon, voilà, je ne vais pas attendre, ça tombe du ciel qu'on vienne me sauver, je fonce parce que tu l'avais déjà, donc tu viens de dire, tu l'as compris jeune. Comment on fait pour, tu vois, quelqu'un qui n'a pas, qui l'a peut-être pas compris jeune ou qui n'a pas eu l'environnement pour comprendre ça? J'essaie de leur mettre des petits coups de pied aux fesses régulièrement parce que je crois en fait, on a besoin de l'entendre. Tu vois, quand on est face à des personnes qui sont pas bien dans leur vie, mais qui ne font rien pour en changer, je sais que c'est inconfortable, mais j'aime bien aussi les mettre face à ça et leur dire, mais du coup, c'est quoi ta projection? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu imagines? Et je sais pas comment eux le ressentent, mais moi, quand je me dis à cette époque-là, j'ai 26 ans, 26 ou 27 ans. Il me reste quand même beaucoup d'années à vivre, j'espère. Je ne compte pas les vivre comme ça. Enfin, ça me déprime d'avance. Je ne vois même pas quel est l'intérêt de continuer ma vie si c'est pour être dans une vie qui ne me fait pas du bien. Et je ne sais pas, c'est vital en fait, tu vois, pour moi de sortir de là. Et j'aime bien aller challenger les gens là-dessus pour les faire ressentir ça, genre, mais non, mais c'est clair, attends, je vais pas me contenter de ça, ça me va pas, il me reste plein d'années à vivre et je peux pas rester là-dedans. Et pour toi, Émeric, tu avais un petit peu aussi ce sentiment-là ou tu étais plus, ok, c'est bon, je suis l'idée de Laurie ou tu vois, comment s'est passée la dynamique à ce moment-là pour vous? À ce moment-là, moi, je me suis cherché un petit peu aussi dans l'entrepreneuriat parce que
pareil, je voulais pas retourner dans le salariat. Ok. Et ouais, je voulais pas une vie qui était dictée par un patron, bon bref. Et je voulais un petit peu avoir cette liberté et si tu veux, ce statut de me dire mon revenu, il dépend de moi et donc je suis sans limite. Ok. Et du coup, j'ai commencé à entamer je voulais être, je dis, tiens, dans le poker, tiens, je vais être. Puis après, je dis, je vais être développeur web, etc. Mais finalement, ça m'a pas. Poker, j'étais pas assez bon, tout simplement. Et je me suis pas fait. Et là, je le vois maintenant, c'est que je me suis pas fait accompagner en fait par des gens qui étaient meilleurs que moi, qui gagnaient leur vie, pour m'apprendre une certaine discipline à avoir, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, que je pourrais peut-être faire dans l'avenir proche. C'est ton hobby, en fait, c'est ça? C'est ton hobby et tu t'es dit Ouais, peut-être je vais devenir non, ouais, professionnel. j'adorais. Et du coup, j'ai toujours eu, si tu veux, j'ai toujours regardé d'un œil, de côté, cette approche-là, justement, d'être joueur professionnel. Ça trottait dans ma tête. Et après, ben, j'ai pas réussi. Il y a eu le développeur web, c'était une formation, mais pareil, j'étais un peu trop, par rapport à moi, c'était un peu trop lâché dans le vide. Et moi, j'avais besoin de structurer de cadre, comme disent, il faut faire ça dans un premier temps pour acquérir des bases, pour après ensuite faire quelque chose de correct. Mais en même temps, ça ne te faisait pas des masses vibrer, en fait. C'est un peu la formation, genre plouf plouf, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et tu vois, à partir de là, c'est normal, en fait, quand la motivation, elle n'est pas là et que tu procrastines tout le temps le truc, la question, c'est pas tellement comment arrêter de procrastiner, quoi. C'est plus qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de m'y mettre. Et du coup, quand il a réalisé ça, on s'est dit ok, n'importe quoi. En fait, c'était juste histoire de cocher une case quelque part et dire je suis en formation et pas je suis perdue et en train de me chercher. Tu aurais dû faire la formation DEEP, en fait. Exactement. Exactement. Donc, pour les auditeurs qui ne savent pas la formation DEEP, c'est une formation que vous avez développée justement pour que les gens puissent trouver qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur votre parcours respectif et expliquer quels ont été les milestones importants? Et je parle plus d'un point de vue personnel. Donc, pas forcément juste le côté professionnel, ben là, boum, on a créé la société telle date, mais plus vraiment, ok, là, j'ai réalisé que je voulais faire ci ou ça, ou que je prendrais cette direction. Parce que ce que je vois dans votre parcours respectif, chez Laurie, c'était très clair pour toi, ou en tout cas, il y avait certains éléments qui étaient très clairs avec l'entrepreneuriat. Tu as toujours eu cette fibre-là, mais dans le cas de Aymeric, ça a été un petit peu plus de recherche, par exemple. Et du coup, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer quels ont été vos parcours personnels respectifs? Comment tu veux commencer? Vas-y, commence. Ça te permet de réfléchir. Honneur aux dames. Ok, tu as 2 heures là ou pas? On va faire la version accélérée TED Talk, 5 minutes. Les temps forts, je dirais premier vrai temps fort, c'est quand mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 6 ou 7 ans. Où du coup, j'ai grandi seule. Alors, seule avec ma mère, mais seule tout court aussi. Enfin, elle travaillait énormément. Je la voyais peu, en fait. Mon frère, ma soeur étaient beaucoup plus grands, donc ils n'étaient pas à la maison. Et tu vois, je pense que c'est là que c'est né un peu le côté, compte sur toi-même, quoi. Ouais. Tu veux rentrer en sécurité à la maison, c'est à toi de penser à quel chemin prendre, à quelle heure partir. Enfin, tu vois, j'ai eu ce côté autonome très tôt. Donc ça, premier gros moment. Après, autour de l'adolescence, il y a beaucoup de blessures qui sont venues s'activer, d'injustice, etc. Beaucoup de colère et machin. Tu vois, un peu une espèce de posture de victime aussi à ce moment-là, de pourquoi la vie est si dure pour moi. Et donc, quelques petits problèmes physiques aussi, problèmes de kyste, des malaises, tu vois, des petites choses que mon corps m'envoyait pour que je puisse obtenir de l'amour et de l'attention de la part des gens. Donc, c'était mes stratégies à moi. Et puis, quand j'ai eu 19 ans, rencontre d'Aymeric sur la fin de mes 19 ans. Et un des trucs que je lui ai dit très, très vite, c'est « Ok, mais je veux un bébé. » Ok, tu savais. Enfant. Ah ouais,
je savais. Je savais depuis toujours, en fait. J'ai toujours voulu avoir des enfants jeunes, même si ça me faisait peur parce que j'avais tellement de colère à l'intérieur de moi que j'avais peur d'être violente si j'avais des enfants. Mais c'était très clair quand on s'est rencontrés et à peu près au même moment, j'ai décidé d'arrêter mes études. J'avais commencé des études de lettres, je voulais être prof de français. Et à ce moment-là, boum, déclic. En fait, si je veux être prof de français, c'est pour que ma mère soit fière de moi. C'est parce que je suis la seule de ma famille qui a fait des études supérieures. Et en fait, c'est juste pour coller à une image. Je n'ai pas envie de faire ça. Ça ne me tente pas tellement. Donc, je décide d'arrêter. Et à ce moment-là, je ne vais plus à la fac. Je veux un bébé. Je veux un appartement avec Emeric. Et je me dis, bah, il te faut un boulot, tu vois, il te faut de l'argent. Donc, je vais sur Le Bon Coin et je fais les petites annonces et je trouve une annonce pour être agent immobilier en indépendant, en tant qu'auto-entrepreneur. Et je passe un premier entretien et il me dit, OK, bah vas-y, on fait l'essai. Donc, je m'inscris en tant qu'auto-entrepreneur. J'y connais rien, je ne sais pas comment on fait, mais je me dis, c'est pas grave, je vais apprendre. Et donc, première expérience comme ça dans la vie d'entrepreneur. Ensuite, on a notre première fille. Entre-temps, il y a plusieurs sociétés qui se montent, qui se cassent la gueule, qui s'arrêtent, liquidation. Enfin, il y a plusieurs rebondissements. 2017, on a notre fils. 2018, on se marie. On a déménagé ensuite en Bourgogne, donc dans cette fameuse maison catastrophique dont on parlait. On crée notre boîte, tous les deux, qui se casse la gueule. On a notre fille. Je suis perdue, j'ai l'impression d'être au fond de la piscine, de ne pas savoir remonter, je ne sais plus ce que je veux faire. Bref, ma vie n'a plus de sens. Et là, déclic, je fais un travail intérieur, une espèce d'introspection qui est devenue deep maintenant. Et on lance Basique et nous voilà aujourd'hui. Voilà la version condensée de ma vie. OK. Et du coup, juste avant de passer à Emeric, quelles sont tes émotions quand tu vois tout ce parcours, là, tout de suite? Ah, j'ai une fierté de ouf. Je me sens super fière de ce que j'ai fait, mais de qui je suis aussi. Tu vois, de me dire, en fait, j'aurais pu prendre des centaines de choses de mon histoire comme des excuses, tu vois, pour dire que c'était plus dur que pour les autres, que je partais de plus loin, que j'avais moins de chance. Et en fait, plutôt que de le voir comme des excuses, je les ai vues comme des opportunités. Donc, je suis fière, tu vois, d'avoir su voir ça. Parce que si je n'avais pas fait ce travail qui a été très difficile par moments, je sais que je n'aurais pas cette vie-là parce qu'il n'y a personne qui se serait levé le matin pour le faire à ma place. Donc, fierté, ouais. OK. Super. Emeric? Moi, parcours un peu plus banal que Laurie. En gros, moi, mon milestone, comme tu dis, je crois, c'est ça? Ouais, milestone. Ça a été le basket à 16 ans. OK. Donc, tu vois, avant 16 ans, rien à dire. RAS, enfance banale, les potes, tout ça, voilà. Basket, parce que j'étais très introverti, et en fait, le basket, ça m'a permis en fait, de rentrer dans une sorte de communauté, et tu vois, l'aspect sportif, l'aspect collectif, m'a permis en fait de commencer à m'ouvrir un peu aux autres. Et ça m'a permis d'avoir des opportunités un petit peu de voyager dans toute la France, alors qu'avant, j'étais un petit peu le gars qui ne dépasse pas de son patelin, quoi, qui fait 30 km pour, et puis voilà. Donc, ça a été vraiment, ça a commencé à m'ouvrir aux autres. Et ensuite, il y a eu la rencontre avec Laurie, où elle a commencé, pareil, à me sortir de ma zone de confort. Moi, en voyant aussi le fait qu'elle entreprenne, etc., et que des fois, ça se casse la gueule, puis elle reprend autre chose, tout ça, ça a commencé à planter la petite graine dans ma tête. Et le troisième, ça a été, je pense, quand j'ai basculé en étant cadre dans l'entreprise dans où j'ai été. Ma seule et première grosse expérience en entreprise, ça m'a montré la capacité que j'avais en fait à être résilient dans le boulot, à me dire que je suis capable de gérer une équipe, des personnes. En fait, c'est simplement, ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de faire plus, de faire mieux, et que je pouvais être aussi
inspirant par rapport aux autres, même si on m'a placé là. J'avais confiance en moi, etc. Et je pense que c'était un petit peu la première pierre pardon, du leadership qui s'est posée en moi, je Ok, pense. Je pense que ok. ça m'a amené ça. Et ensuite, ça a été la Bourgogne, le fait de déménager, ça m'a amené maintenant de me dire, finalement, je peux tout faire. En fait, ça m'a ouvert des Mhm. possibilités sur plein de choses. Je suis plus le petit Émeric peureux qui a peur de sortir de son patelin là, à côté de Marseille. Non, je suis ouvert à tout. Tu vois, je suis ouvert à tout. Donc, je pense que ça a été les moments clés. Et puis, bien sûr, il y a Basique, parce que ça, c'était la mise en bouche. Et après, il y a eu Ah oui, c'est que la mise en bouche. Et après, il y a eu Basique. Et surtout, les 6 derniers mois, là. Ouais, 6 derniers mois où vraiment on a fait un boulot, on va dire, émotionnel, spirituel et entrepreneurial enfin, c'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression que j'ai changé d'univers, quoi. Je suis allé dans une autre Ok, galaxie. ok. Ah, Donc, tout ça avec du coaching, hein, c'est ça, vous faites coacher constamment et du coup, vous avez oui, des du déblocages. coaching, il y a eu des livres, enfin, il y a plein de moments qui ont fait que waouh, ça. Mais du coaching, ouais, pour nous, c'est indispensable. Ça nous permet de voir ce qu'on ne voit pas et ça nous Mhm. permet d'aller nous challenger et d'avoir un troisième regard. Enfin, tu vois, on est en couple, on est Mhm. parents, on est associés et en fait, on est toujours avec nos deux cerveaux. Et du coup, quand il y en a un qui pense A et l'autre qui pense B, c'est bien aussi d'avoir une troisième personne qui nous aide à comprendre qu'il y a peut-être une troisième voie, qu'il y a Mhm. autre chose que nous, on ne voit pas. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de faire un bond énorme, ouais, cette dernière année, même de façon plus générale. Ok. Et Emeric, toi, quand tu regardes justement tout ce parcours émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens? Je vais paraphraser Laurie, mais ouais, de la fierté. De la fierté, et puis même enfin, la fierté de l'étonnement, parce que pour moi, enfin, le Emmerich il y a 3 ans, 2 ans, n'est pas du tout le même que maintenant. Et enfin, je me dis, waouh, c'est ouf. Ouais. Et de pouvoir arriver en fait à dompter certaines blessures, enfin en tout cas les comprendre et après tu vois travailler dessus, etc. Mhm. Je dis, enfin, finalement, merci à moi-même, merci à Laurie, mais merci à moi-même d'avoir pu vaincre ça et d'avoir pu les combattre. Et maintenant, je dis, mais quelles sont les possibilités que j'ai devant moi? C'est ouf, quoi. Ok. Ok, justement, pour toucher là-dessus, est-ce que vous voulez partager les plus gros blocages comment vous avez réussi à débloquer? Alors, c'est sur de l'émotionnel, c'est peut-être parfois un petit peu difficile d'expliquer, mais est-ce que voilà, vous pensez à certains trucs où voilà, vous avez senti un petit peu le barrage qui cède et puis voilà, vous êtes engouffré et puis il y a l'énergie qui est vraiment allée de l'avant. Donc, pour que les gens qui écoutent puissent se dire, ah tiens, ça, je peux peut-être le mettre en place ou c'est comme ça que je peux arriver à vaincre mes blocages à moi. Il y a des petits blocages qui sont les blocages techniques, je dirais. Genre, j'ai peur d'augmenter mes prix ou si jamais je change de business model, j'aurai plus de clients. Enfin, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas tellement de secret avec ce genre de blocage-là. C'est le reconnaître. OK, je sens que je suis bloquée et passer à l'action quand même. En fait, souvent, on va chercher des stratégies avec notre mental pour contourner ça, pour éviter d'aller se confronter à ça. Si je veux augmenter mes prix parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires, je peux chercher toutes les stratégies de contournement que je veux. À un moment donné, il va falloir quand même le tester. Donc ça, c'est plus les petits blocages techniques. Après, j'ai en tête 2 grands moments très forts pour moi dans les blocages plus émotionnels que j'ai traversés. C'est en août dernier, c'est très précis, hein, tu vois, c'était tellement fort que j'ai encore les dates. L'été dernier, j'ai vraiment ressenti fort la blessure de rejet. J'ai senti que c'était ça que je devais aller travailler parce qu'en fait, j'étais constamment en train d'essayer de me contorsionner pour être la gentille Laurie qui plaît à tout le monde et qui déplaît à personne. Et je Ok. sentais que j'arrivais à un palier, à un plafond de verre où tant que j'allais pas dépasser ça, j'avais beau dire et mettre sur mon tableau de visualisation que je veux impacter des milliers de personnes, ça va pas marcher en fait. Si je suis pas prête
à ne pas être aimée par certains, je ne pourrais jamais l'atteindre. Donc ça a été vraiment un moment très dur, un bon moment de deep work, tu vois, où on va travailler dans les profondeurs de tout ça. Ça a été assez difficile. Et puis, plus récemment, c'était vers novembre ou décembre de l'année dernière, donc 2021, j'ai travaillé beaucoup le contrôle. Mon besoin de contrôler les choses, les gens, les situations. Et en fait, je me mettais une pression tellement énorme à devoir contrôler tout ça. Et franchement, c'était très dur, ça, de le lâcher. On a passé des sacrées périodes tous les deux, parce que forcément, dès que ça bouge pour l'un, au final, ça bouge pour le couple et pour le couple d'associés aussi. Donc, ça a été des moments vraiment, vraiment pas faciles où, tu sais, vraiment, en plus, j'y vais à fond. Moi, je suis du genre à, OK, je veux travailler cette blessure. La minute d'après, quand j'ai dit OK, je suis dedans et je ne sais pas quand je vais remonter et j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est vraiment des moments difficiles, mais je pense que le déclic, il se fait juste dans la tête, tu vois, de se dire OK, je sais que de toute façon, je ne pourrais pas y couper et que tant que je ne vais pas travailler ce truc-là, la vie, elle va m'envoyer des choses pour le changer. Donc, j'accepte volontairement d'y aller et advienne que pourra. Je laisse la vie m'amener les situations qu'il faut pour que je traverse cette phase-là. Et je pense que ça part juste d'un accord qu'on donne inconsciemment, tu vois, de se dire, OK, vas-y, je suis prête à travailler ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais plus on accepte d'y aller vite, moins on met de résistance et moins c'est douloureux longtemps. OK. Voilà. OK. J'aime beaucoup cette vision-là, de se dire, en fait, l'action, il faut y aller tout de suite, quoi. C'est pas facile, hein, mais au moins, la douleur sera plus rapide. Enfin, le moment douloureux sera plus court, C'est comme arracher un pansement, tu sais, tu peux y aller d'un coup ou tout petit. Et bon, voilà, moi j'aime mieux quand ça y va d'un coup. C'est très dur, très vite. Mais par contre, après, tu peux passer à autre chose. Enfin, tu vois, tu peux t'en libérer. Et moi, j'ai un peu cette urgence de vivre. Tu vois, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de rester dans un truc qui me convient pas. Donc, j'accepte ce que ça implique aussi. Ça veut dire que c'est très souvent inconfortable parce que je passe très vite les obstacles et tiens, il y a un nouveau truc, OK, on y va. C'est ce qui explique aussi qu'en 2 ans, on est allé très vite dans la société. Enfin, tu vois, j'ai des rêves, j'ai des grands rêves, j'ai une vision de ma vie de kiff et j'ai pas envie qu'elle arrive dans 15 ans. Donc, j'accepte le revers de la médaille qui est que il y a des moments qui sont inconfortables et on y va, quoi. OK. Il y a une expression en anglais, c'est « pay it forward ». Et je trouve que c'est exactement ce que tu dis là. C'est, tu dois mettre les sous sur la table d'abord. Enfin, les sous, entre guillemets. Hein, c'est pas... Mais OK. Et pour toi, Henrik, est-ce que tu as est-ce que tu veux partager certains de tes blocages-là? Tu as eu un petit peu de temps pour réfléchir? Oui, après, moi, je pense que ça a été souvent plus blocage avec la famille que j'ai travaillé, notamment avec mes parents, où je savais que je devais leur parler sur certains points, tu vois, et j'ai mis énormément de temps. J'ai mis 1 an. Ça s'est fait. J'en ai pris conscience l'année dernière, pareil, mois de mai, juin. Et j'ai parlé vraiment en discussion, enfin à cœur ouvert avec eux au mois de mars, là, mars-février. Et ensuite, ça a été, comme disait Laurie, ça a été, on a travaillé en même temps, alors pas sur les mêmes points, mais c'est vrai que quand elle bougeait, du coup, ça m'impactait moi. Et moi aussi, j'ai dû sortir de ma zone de confort, de travailler pareil sur les blessures, du rejet, la peur du rejet envers Laurie, parce que ça a été le business, ça a été plutôt Laurie qui l'a lancé, du coup. Donc moi, j'ai été greffé dessus. Et derrière, j'ai été incorporé. Et du coup, il fallait que je trouve ma place. Et Laurie, elle avait aussi, comme elle disait, ce contrôle. Et quand elle a le contrôle sur son entreprise, c'est difficile pour moi, en tant qu'associé déjà, de trouver cette place-là. Et puis après, ça se répercute aussi sur la vie de couple, parce qu'on est tout le temps ensemble.
Et des fois, il y a ce contrôle aussi qui est sur cette vie de couple-là. Et on doit trouver le yin et le yang pour que comment dire, ça se mélange, mais parfaitement, pour qu'il y ait cet équilibre à chaque fois. Et ça a été très challengeant sur le fait que des fois, on se dit, putain, mais Laurie, elle va me quitter, ou alors elle va m'éjecter de l'entreprise de Basique, parce que est-ce que je suis assez efficace, parce que qu'est-ce que j'apporte moi, finalement, dans l'entreprise. Donc, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de travail sur soi, de se dire, OK, quel est mon rôle, qu'est-ce que j'apporte, finalement, puisque Laurie, j'avais cette expression-là où, en fait, Laurie, c'est la lionne, celle qui va chasser, celle qui ramène la viande. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et donc, moi, je me dis, ben, moi, je suis le lion. OK, le lion, des fois, ben, il n'est pas en mode, il ne ramène pas la viande, mais c'est lui qui protège tu vois, le groupe, et c'est lui qui donne la direction de là où aller. Et finalement, quand j'ai un peu compris ça, ce schéma-là qu'on a de fonctionnement, même si des fois aussi maintenant je chasse, hein. Moi, dès que j'ai compris ce schéma-là, que Laurie aussi l'a intégré, maintenant on est plus dans on sait quels sont nos rôles respectifs et on est d'accord, et ensuite voilà, on va vers du mieux. Ok. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, et du coup, est-ce que justement le fait que Basique était initialement destiné qu'aux femmes, c'était une entreprise 100% féminine, et donc tu as été le premier élément masculin à venir dans l'entreprise, et puis ensuite maintenant vous êtes ouvert et vous coachez des hommes et des femmes. Comment ça s'est passé, et tu vois, et là je veux vraiment parler de genre, hein, en tant qu'homme, est-ce que ça a été compliqué pour toi ou plus compliqué de trouver ta place? Non, non, parce que je pense que ça c'est la volonté de Basique d'aller vers les hommes. En fait, ça s'est fait naturellement au fur et à mesure que Laurie a compris que elle avait une croyance. Bon, là, je parle pour elle, mais elle avait une croyance que les hommes étaient plus difficiles à coacher, il y avait plutôt ce côté trop yang, que ça allait être un peu, entre guillemets, la merde à gérer, quoi. Et elle a compris que finalement, c'était une croyance, et que cette croyance, elle n'avait pas lieu d'être. Et du coup, naturellement, on a intégré des hommes à Basique. Et ça s'est fait petit à petit. Et du coup, moi, j'ai jamais senti, en fait, je pense que le fait aussi que moi, je me suis jamais senti exclu, dire ouais, mais il n'y a que des femmes, donc moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Et que en fait, la méthode Basique est universelle. C'est pas le Deep Ascension, même Coach Academy, c'est pas quelque chose qui est féminisé, entre guillemets. Ça s'adresse à tout le monde. Donc, finalement, la transition, elle était simplement dans la tête de Laurie. Ah, mais complètement. J'adore. Et oui, c'est ça, c'est pas une méthode, genre si on accompagnait, je sais pas, les femmes à mieux vivre leur cycle menstruel ou un truc comme ça, bon, c'était peut-être plus challengeant parce que tu n'aurais pas trop su de quoi tu parles. Mais là, oui, en effet, c'était moi qui, dès le départ, m'étais dit, ce sera que pour les femmes. Parce que les hommes, en fait, moi, j'avais en tête la caricature du PDG très yang, très rouge, tu vois, dans sa personnalité, qui ne laisse pas parler et par lequel je vais me laisser bouffer. Pour moi, c'était ça, en fait, coacher un homme. Et j'ai dit, oh, je ne veux pas du tout de ça. Et par magie, entre guillemets, quand j'ai viré en août dernier ma peur d'être rejetée, en fait, à ce moment-là, j'ai capté, je me suis dit, mais je me suis moi-même fermée aux hommes, tout simplement parce que j'avais peur qu'ils ne me choisissent pas. Et donc, pour éviter d'être rejetée potentiellement par eux, c'est moi qui les ai rejetés. Et j'ai dit, non, moi, je ne vous veux pas. Je ne vous veux pas chez moi. Et à ce moment-là, oui, je me suis dit, c'était challengeant. Je n'avais jamais imaginé pouvoir coacher des hommes. Hein. Et là, je me suis ouverte, en fait, psychologiquement, dans ma tête, je me suis dit, ah tiens, peut-être qu'en fait, ça pourrait être intéressant aussi. Et là, le premier est arrivé, puis 2, 3, 4, 5. Et en fait, c'est génial. J'adore coacher des hommes parce que ceux qui viennent à nous, c'est ceux avec qui on connecte aussi. C'est pas la caricature que j'avais dans la tête, mais la caricature, jamais elle posera de l'argent pour se faire accompagner par nous parce qu'ils ne correspondent pas à ça. Donc ouais, c'était
c'était des sacrés, c'était des mois très fun, tu vois, ces derniers mois chez nous. Il y a beaucoup de choses, dis donc, qui ont bougé. Wouh. Et du coup, on en a touché un petit peu précédemment, enfin, tu en as parlé, Aymeric. Comment ça s'est passé dans vos familles respectives ou dans votre cercle, your supportive circle, donc le cercle autour de vous, famille, mais aussi amis. Est-ce que ça a évolué avec le temps? Est-ce que vous avez dû laisser du monde en passant? Comment ça s'est passé? Là, je sens la question. Bon, alors, comment dire, tonton Jacques? Je vais commencer. Alors, moi, de mon côté, ma famille, ça n'a pas été un frein, mais ça n'a pas été un support non plus visible. Okay. Mes parents ont toujours été, bon, ben, il fait ce qu'il a envie de faire, voilà, c'est bien, il n'y a pas eu de, voilà, c'était neutre. Mais quand c'est neutre, c'est pas forcément non plus, ça donne pas non plus l'impulsion en fait d'être soutenu. On n'a pas l'impression de, voilà, qu'on est derrière. Il y a des mains qui nous soutiennent. Et donc ça, c'est pour la famille proche. Ensuite, là où ça a eu le plus gros changement, ça a été vraiment les amis. Et ça a été notamment l'année dernière où en fait on remarque un décalage. De ouf, en fait, dans la perception qu'on a de la vie, du business, etc. Parce que ben, finalement, on n'est pas au même niveau, dans le sens, c'est pas péjoratif, mais on n'est pas au même niveau de conscience. Et finalement, on n'a plus les mêmes, comment dire, ben, on n'aspire plus aux mêmes choses et on n'a plus les affinités qu'on avait nouées, les liens qu'on avait avant, ils sont plus les mêmes. Et ça, c'est vraiment super déstabilisant. Parce que en plus, les personnes ben, peuvent le prendre comme ça y est, il a changé, maintenant il fait de l'argent, etc. C'est plus le même, il se prend pour un autre, et il se prend pour qui, etc. Alors que c'est pas du tout ça. C'est simplement le fait que ben, on n'a plus la même vision, on n'a plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes croyances. Et du coup, il y a des croyances ben, qu'on avait en commun, mais qu'on n'a plus maintenant. Et je ne partage pas la même opinion. Et des fois, ça peut être... ils se sentent blessés, ils se sentent rejetés. Et du coup, ben, c'est compliqué. C'est très compliqué de vivre ça avec eux. Et ben, on s'éloigne, tout simplement. En tout cas, moi, avec mes amis d'enfance, là, je m'éloigne beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce que ben, je pense qu'il y a plus de... Ça ne m'apporte plus la même chose qu'avant. Et c'est OK. C'est difficile encore pour moi. C'est difficile parce que je suis de gentil Aymeric, j'aime bien, tu vois, comment dire, amener tout le monde à se regrouper, à être, voilà, sympathiser. Enfin, j'arrive pas à être le méchant, mais des fois, là, il y a peut-être besoin de dire les choses. Ben, les gars, vous ne m'apportez plus ce que vous m'apportiez avant. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'affection, que j'ai pas on a passé des moments super cool, mais maintenant, j'ai envie de voir autre chose. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur à dire. Ouais, c'est dur et souvent, c'est des discussions là qu'on a beaucoup ces derniers mois où la question que j'ai en tête, c'est est-ce que ça me fait du bien de voir ces personnes ou pas? Et si la réponse est non, ben alors pourquoi je m'impose ça? Et c'est pas simple parce que en fait la réponse on l'a. Non, ça me fait pas du bien. Pourquoi je m'impose ça? Bah parce que sinon qu'est-ce qu'ils vont penser? Blablabla. Mais le mettre en action, c'est pas simple. Je nuance juste ce que tu disais, tu sais, par rapport à ta famille où c'est assez neutre et tout. J'ai l'impression que c'était neutre jusqu'au moment où on a commencé à gagner de l'argent de façon visible. OK. Tu vois, c'était neutre, genre, je sais même pas s'ils savent, je pense pas qu'ils savent ce qu'on fait, en fait, pour de vrai. Okay. Et nous, de notre point de vue, on a un peu l'impression que, tu sais, ça intéresse personne. Genre, oui, bah, ça a l'air d'accord pour eux, donc on pose pas de questions. Mais par contre, machin qui est plombier, qui trime tous les mois, qui travaille dur, bah, lui, on va lui poser plein de questions pour savoir comment ça va, comment il gère et tout. Mais nous, tu sais, c'est genre, oh bah non, bah, pour eux, ça va, donc on s'en fout. On va pas spécialement demander ni ce qu'ils font, ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'était plutôt neutre du côté d'Aymeric, c'est-à-dire ni soutien, ni petite critique ou remarque.
Mais quand même, l'année dernière, quand on a commencé, tu vois, à passer un palier où on s'est dit, waouh, on va peut-être pouvoir profiter là de ce qu'on a fait. On va peut-être pouvoir aller dans des bons restos, on va pouvoir louer des belles maisons et tout. Là, il y a quand même un fossé, tu vois, qui s'est creusé. Ok. Eux-mêmes sont comme tombés de haut, tu vois, genre, ils ont fait une remarque, je te laisse la dire, mais sur la maison, tu sais. Ah, bah oui, non, c'est une maison de footballeur. Ouais. Ouais, parce qu'on avait Ah loué oui. une jolie villa, mais voilà. Et c'est vrai qu'ils ont dit, waouh, mais on dirait une maison de footballeur, etc. Et c'est vrai que là, on s'est dit, mais attends. euh, Pourquoi ils ne nous rangeraient pas dans la catégorie des gens qui peuvent aussi Ouais. avoir des maisons comme ça? Et surtout, au-delà de, on dirait, une maison de footballeur, une des questions, c'est, mais vous avez gagné au loto? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ma mère, c'est ma mère qui m'avait dit, mais vous C'est avez gagné mignon, au mais c'est loto, au mignon. poker, t'as gagné des trucs. Voilà. Et c'est, en fait, tu vois, avec le recul, ça nous fait rire, mais moi, sur le moment, ça m'a un peu blessée parce que je me suis dit, mais en fait, dans leur monde et dans leur système de croyance, le seul moyen que nous, on Ouais. puisse accéder à ça, c'est pas grâce à ce qu'on fait, c'est parce qu'on l'a gagné par la chance. Et tu vois, je me suis pas sentie reconnue à ce moment-là et j'avoue que ça m'a blessée aussi, tu vois, de se dire, Ouais. et putain, ils croient tellement peu en leur fils qu'en fait, ils voient pas qu'il est capable de créer ça. Et c'était pas simple, mais les sujets de l'entourage, est-ce que c'est simple un jour Ok. Mais après, c'est comme tu le dis, c'est juste un système de valeurs. Finalement, c'est très innocent comme question. C'est pas un jugement de valeur sur mon fils n'y arrivera pas, mais c'est plus, c'est même pas un truc qu'on pense possible, quoi. Qui est pas dans les possibilités de quelque chose qui peut arriver, quoi. Ok. Ok. Et du coup, pour toi, Laurie, c'était à peu près la même chose. Tu as vu comme ça une transition des gens qui t'entouraient ou de ton cercle de support. Oui, alors cercle de support, je ne sais pas si si on peut l'appeler comme ça. Peut-être qu'il n'y en avait pas, je ne sais pas. On n'avait pas. Ouais, ok. Mon cercle, c'est Emeric et c'est les enfants. Emeric n'a pas toujours été un support dans mes envies d'entreprendre. Parfois, il était lui-même face à ses propres peurs et du coup, il n'était pas trop chaud que je lance plusieurs projets comme ça. Mais en tout cas, ils ont toujours été là, Emeric, les enfants, tu vois, comme mon socle qui me fait me sentir suffisamment en sécurité pour oser. Du point de vue de ma famille, ça a toujours été un sujet assez compliqué, où, voilà, ça n'a jamais été une famille tranquille, entre guillemets. Mais si tu veux, j'ai ressenti beaucoup de soutien et de support quand on était dans la merde, quand on a fini notre première entreprise qu'on a créée tous les deux. À ce moment-là, j'ai senti une espèce de solidarité de OK, c'est difficile pour eux, on va aller leur faire un peu de courses, on va venir leur Ok. proposer de s'occuper des enfants, tu vois, et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a fait pleurer, tu vois, je me suis dit, waouh, je savais même pas que ça existait, ça, dans ma famille. Donc ça m'a fait énormément de bien. Et au moment où on a sorti la tête de l'eau, c'était fini. Il n'y avait plus du tout ça. Et j'ai même eu l'impression du contraire, c'est-à-dire on était critiqué parce qu'on avait envie de se sortir de ça. Et ça, Ouais, ça ok. m'a fait mal parce que je me suis dit, merde, on n'existe que quand on est dans ce truc de ça va mal et c'est le jeu de qui a la vie la plus compliquée, qui a la vie la plus difficile. Et là, dans ce cas-là, on est une famille, on est une unité, on est soudés. En plus, juste un an auparavant, non, même pas, quelques mois, j'avais perdu mon père. Ok. Et tu vois, tout ça s'est enchaîné et il y avait ce côté, OK, on est redevenu une famille. On est un clan, on est une toute petite famille. Tu vois, il y a ma mère, ma soeur, mon frère, c'est tout. Il n'y avait pas de tante, oncle, grands-parents, peu importe. Mais on était très soudés. Et dès qu'on a commencé à dire, OK, on va repartir sur un autre projet, il n'y avait plus rien de tout ça. Et même pire que pas de soutien, il y avait des remarques méchantes, tu vois, sur le moment, Ok. genre où on m'envoyait des petites images Facebook pour me dire quand tu redescendras du haut de ton escalier, oublie pas qui était là pour te ramasser quand tu étais en bas. Enfin, tu vois, des trucs où Ok. je me dis, attends, moi là, je suis en train d'essayer de mobiliser le peu de force qui me reste pour aller de l'avant.
et je me fais descendre parce que j'essaye de sortir de ça. Tu vois, c'est vraiment difficile à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une coupure pendant une bonne année où j'ai plus parlé du tout à une bonne partie de ma petite famille, où j'ai ressenti un besoin vital de m'isoler de ça, de ces énergies-là, pour pouvoir grandir. Tu vois, comme si, sinon, j'avais un espèce de boulet au pied quoi, qui m'empêche d'avancer. Et je me suis dit, bah, si j'ai envie d'aller dans cette direction, je sais qu'il faut prendre des décisions qui sont difficiles, mais qui sont nécessaires. Donc, j'ai quasiment plus vu ma famille pendant une bonne année. Et puis après, j'ai travaillé aussi sur moi, sur ma perception, sur mon ego, le fait de ne pas me dire oui, mais moi, je suis mieux qu'eux parce que j'essaye de m'en sortir. Et c'est vraiment pas facile d'aller travailler sur son ego comme ça. C'est vraiment pas simple. Mais en faisant ce travail, j'ai appris à avoir de la compassion aussi pour eux, à avoir de l'empathie et à me dire, bah ouais, peut-être que de leur point de vue, l'histoire n'est pas la même et peut-être qu'eux aussi, ils étaient contents qu'on se soit retrouvés. Et puis d'un coup, je m'en vais de ça et j'ai des grandes ambitions et ils reconnaissent plus quelle est leur place là-dedans. Donc peut-être que de leur point de vue, ça a été dur aussi. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à les revoir un petit peu, mais tu vois, toujours quand même à petite dose parce que je sens que ça m'impacte beaucoup, en fait, cette énergie qui est un peu négative et puis surtout toutes ces croyances, en fait, qu'on absorbe. Tu vois, bah, tu connais le Human Design. Moi, je suis hyper réceptive à tout ce qu'il y a dans mon environnement, que ce soit les idées, les croyances, l'identité de la personne, ses émotions. Et donc, quand je suis trop souvent au contact comme ça de personnes qui ne me font pas du bien, je sais que je ne suis pas dans un très bon état après. Donc, j'y vais quand même petit à petit. Donc, je suis en train là, d'apprendre à trouver l'équilibre dans tout ça. Et au niveau des amis, bah, moi, c'est simple. Je n'ai jamais eu vraiment d'amis. En fait, j'ai tellement déménagé quand j'étais jeune. J'ai jamais eu le temps, tu vois, d'entretenir des vraies amitiés longtemps. Et j'étais hop comme ça déracinée un peu à chaque fois. Donc en fait, j'ai jamais eu vraiment d'amis d'enfance avec qui je suis restée amie. J'ai eu des amis sur la fin du collège et début du lycée, mais après, bah, je suis partie dans une autre ville. Puis tu vois, on s'oublie un peu, chacun fait sa vie. Donc ça m'a pas vraiment fait de changement. Par contre, le changement, il est très positif et il est maintenant. C'est que j'ai des amis maintenant. Et des amis à un niveau mais extra parce qu'en fait, c'est des amis qui ont elles-mêmes fait un travail de fou sur elles, sur leur vie, sur leurs croyances et qui sont dans un niveau de conscience avec lesquels, du coup, c'est hyper intéressant de discuter, de partager. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord sur tout, mais on est capable de s'entendre parler et de comprendre le point de vue de l'un et l'autre. Donc, le changement, il est positif, en tout cas pour moi, de ce point de vue-là. Ok, génial. Et du coup, j'ai une question qui est vraiment plutôt destinée à Laurie. En fait, tu as créé, parce que si je ne me trompe pas, c'est d'abord toi, Laurie, qui a créé Basique et Émeric t'a rejoint après. Ouais. Et donc, en fait, tu as créé une entreprise. En même temps, tu venais d'avoir ta 3e fille. Ouais. En même temps, donc, tu as l'été, tu avais l'éducation des 2 autres à gérer, puisqu'ils étaient scolarisés à la maison. Comment tu as fait au niveau de la charge mentale? C'est un truc que je ne peux même pas imaginer. Je dirais qu'il y a 2 choses. La première, elle se trouve à ma gauche et elle s'appelle Émeric. Je pense que c'est un moment où il a vraiment pris à 100% son rôle de papa, de conjoint, de personne à part entière dans la maison. Tu sais, avant, on était, sans en être conscient, on était quand même enfermé dans le schéma où c'est la femme qui doit gérer la maison, même si elle travaille aussi, et le mari, il travaille, mais lui, bah, il ne s'occupe pas trop. Tu sais, les hommes, ils n'aiment pas trop faire à manger, faire la vaisselle, n'importe quoi. Et je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on se soit mis d'accord ou donné le choix. Enfin, je sais pas, un jour, je me suis dit, j'ai pas envie de cuisiner ce soir. Et je lui ai pas dit, est-ce que tu es d'accord de cuisiner ce soir? C'est genre, si tu as envie qu'on ait à manger, de toute façon, va falloir que tu fasses quelque chose. Et ça a commencé, tu vois, par des petites choses comme ça, même quand on était encore à Aix-en-Provence, qu'on n'avait que
que nos 2 premiers enfants. Les repas, c'est souvent lui qui s'en occupait. Le linge, pareil. Et on travaillait encore tous les deux un peu... on travaillait à temps plein, en fait, tous les deux. Donc, c'était quand même beaucoup moi qui portais cette charge mentale. Ouais. Et au moment de lancer Basique, de toute façon, on partait tellement bas, si tu veux. Notre vie, elle était tellement vide, émotionnellement, spirituellement, financièrement. C'était le vide, il n'y avait rien. Emric, il n'avait pas de projet. On était au chômage tous les deux. Donc, en fait, on l'a vu un peu comme, OK, alors si moi, mon job, c'est de créer une entreprise, toi, ton job, c'est de gérer la maison. Et en fait, on était déjà associés sans le savoir. C'est juste que son boulot, c'était beaucoup les tâches ménagères à ce moment-là. Et puis, pour les enfants, on a une éducation qui est très libre et autonome. C'est-à-dire qu'on a toujours favorisé l'autonomie de nos enfants. Et on les laisse expérimenter plein de trucs. Il y a plein de parents après qu'on a rencontrés qui nous disaient oh, mais elle monte les escaliers toute seule, oh, mais elle mange ça. Enfin, tu vois, c'était mais elle mange un morceau, elle risque de s'étouffer. Nous, on a toujours été, on fait confiance à nos enfants et parfois ils tombent, mais c'est très rare du coup parce qu'ils apprennent à faire attention. Ils savent que c'est pas nous qui allons faire attention pour eux. Donc en fait, le fait de les élever aussi avec beaucoup de liberté comme ça, je pense que ça les a habitués à ne pas nous solliciter toute la journée. Alors bien sûr, ils étaient quand même petits à ce moment-là, donc ils nous sollicitent toujours, mais quand même beaucoup moins que d'autres enfants qu'on a pu voir, tu vois, à qui on fait beaucoup de choses. Et puis, on a une grande fille qui, à ce moment-là, avait 6 ans, 5 ou 6 ans, et qui commençait, elle aussi, à dire « Ah, ok, mon frère, il veut ça, je vais aller lui chercher. » Enfin, tu vois, on les a amenés à être autonomes comme ça. Et donc ça, la première chose, c'est parce que Emric était là. Mais la deuxième chose, c'est que c'était pas négociable pour moi de pas aller vers ce projet, vu que ça me faisait vibrer. C'est-à-dire que je n'ai rien pris en excuse. Je me suis pas dit ah oui, mais j'ai les enfants, c'est plus compliqué. Ah oui, mais une connexion Internet pourrie, c'est plus compliqué. Je me suis jamais laissé le choix. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je faisais des rendez-vous, j'avais mon fils dans les bras, puis même après, quand Rose est née, j'avais Rose que j'allaitais, j'avais mon fils qui était en train de me solliciter à côté, puis je faisais un rendez-vous en même temps. Enfin, je me suis jamais laissé le choix parce que sinon, je serais pas là, tu vois, en train de te parler. Ou alors, ce serait allé beaucoup plus lentement, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire un trait sur une des 2 casquettes. Je voulais être une maman présente et en même temps une entrepreneuse passionnée qui fait ce qu'elle aime. Et j'avais pas envie de me dire je dois choisir. Et donc, comme j'avais pas envie de choisir, j'ai mis les 2 sur le même niveau et on y va. Et je me pose pas la question ah oui, mais est-ce que ça va être possible? Et j'y vais, quoi. Ok, super inspirant. Et du coup, quels sont vos rêves pour la suite? Quels sont les rêves flamboyants du futur? Si vous voulez partager. Hein. Si, moi je sais. Moi, alors, rêve du futur, c'est, je pense que là, en fait, c'est la grosse question, en tout cas à court terme, c'est de trouver un endroit chaud toute l'année. Donc là, on est en train de voir si on ne s'expatrie pas quelque part, ou moins tester pendant quelques temps une destination plus chaude, Dubaï, Portugal, Mexique, on est en réflexion. Et ensuite, c'est peut-être d'être dans un next step sur sur le business déjà. C'est des millions d'euros, c'est de créer, d'avoir en fait Basique représente en fait une marque, plusieurs marques d'ailleurs, parce que les coaching Deep, Ascension, les Coach Academy, ce sont des marques qu'on a déposées. Et le but, c'est de les faire grandir pour que finalement, on puisse accompagner la communauté francophone à trouver sa voie dans l'entrepreneuriat, monter son business ou devenir coach. Voilà, en fait, on a cette envie-là en fait, d'accompagner cette communauté. Et sinon, c'est toujours kiffer. Je sais pas, en fait, il y a tellement c'est tellement illimité. On vit vraiment des trucs de ouf.
des fois des choses sur lesquelles on ne s'attend pas. Ouais. Par exemple, un petit exemple là, c'est que la propriétaire de là où on loue actuellement, Mhm. elle nous a fait visiter le club de l'Interallié. Alors, ça peut parler à personne, le club de l'Interallié, mais en fait, en gros, c'est un club de gens qui sont très, très riches et influents. Donc, ça peut être des PDG de grosses boîtes, etc. Et c'est Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et c'est Ok. dans un hôtel, enfin, c'est un cadre, c'est un truc C'était une ancienne maison de Rothschild, en fait. Ouais. Et, Ok. tu peux pas y rentrer normalement. Mhm. Mhm. Euh, et ça, je trouve que c'est la magie de la vie aussi quand tu es aligné et quand Mhm. tu es très précis sur ce que tu demandes. Nous, pour cette année, on a demandé des rencontres inspirantes et qui nous Mhm. élèvent. Ok. On savait pas quoi, on savait pas qui, on savait pas comment, mais on a demandé ça. Et la propriétaire là, de l'hôtel particulier qu'on loue nous dit ben, j'aimerais vous inviter à déjeuner un midi. Et en fait, on se retrouve dans ce club avec des gens très influents, très fortunés aussi, mais surtout très influents. Tu vois, Ouais. des personnes bien placées, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Et avec le recul, on se dit, mais c'est fou quand même d'avoir eu un accès à ce genre Mhm. d'endroit juste en l'ayant manifesté, en ayant posé les actions aussi pour, tu vois, ça nous tombe pas dessus comme ça et on a de la chance. Ça nous Mhm. demande de débourser un loyer, par exemple, tous les mois, qui est important, sans doute, en plein Paris, Mhm. euh, et d'avoir osé le faire et de se dire, ben, vas-y, on prend le risque parce qu'on a confiance dans le fait que ça va nous apporter des opportunités plus tard. Mhm. Et prendre le risque avant de savoir ce que ça va nous apporter. Et je Ouais. pense qu'avec cet état d'esprit, on peut tout faire et dans nos rêves, ben, en effet, il en a donné une bonne partie. En fait, je crois qu'on vit déjà tellement notre vie de rêve Ouais. que, en gros, on veut la même chose La plus grande en échelle. plus grand, à plus grande Ouais. échelle, encore plus grand, mais vraiment, la vie que j'ai là, elle est géniale. Ok. Super. Et du coup, je vais finir avec une dernière question parce que je sais que vous êtes un petit peu pris par le temps. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui écoutent le podcast pour qu'ils vivent leur meilleure vie? Moi, je dirais prendre des risques. Ok. Prendre des risques parce que quand on a la sensation de prendre un risque, c'est simplement qu'on va au-delà de ce qu'on connaît déjà. Mhm. Et si on n'a pas dans notre vie actuelle ce qu'on veut, ça veut dire que ça se trouve à l'extérieur de ce qu'on connaît déjà. Donc, il va falloir à un moment donné affronter ses peurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés et sauter dans le vide et se mettre en danger. C'est juste savoir reconnaître quand c'est une peur, une vraie peur physique, quelque chose qui est très dangereux, Mhm. d'une peur, je l'appelle la peur hologramme, tu vois, c'est la peur mentale où on se raconte que ça peut être dangereux ce qu'il y a derrière, Mhm. de contourner ça pour Mhm. pas vivre notre peur. Donc, je dirais prendre des risques parce que l'action bat toujours l'inaction et Mhm. que on peut avoir la meilleure idée du monde. Si on passe 2 ans à réfléchir à cette idée-là et qu'un jour quelqu'un la lance, même s'il a mis que 10 minutes pour la lancer, nous, on va dire, ah ouais, mais moi, ça fait 2 ans que j'ai eu l'idée. Oui, mais tu n'as rien fait. Donc, si tu Ouais. n'as rien fait, ben, en fait, les gens vont toujours gagner sur toi parce que Mhm. eux, Mhm. même s'ils y ont moins réfléchi, ils sont passés à l'action. Et Mhm. vraiment, pour moi, la prise de risque, c'est le truc qui est toujours récompensé et qui fait qu'on attire les opportunités. Enfin, tu vois, on fait les 10 premiers pourcents et la vie, elle nous amène le reste après. Ok. Et moi, je compléterai simplement avec en plus du risque, c'est l'échec. Ne pas avoir peur de l'échec. Mhm. Ouais. Là, c'est mon impression, mais je pense que la société française, comment on a été éduqué, notamment à l'école, parce qu'on n'a Mhm. pas le droit de rater les contrôles, on n'a pas le droit, et depuis tout petit, on nous inculque ça, il faut pas rater le bac, faut pas que tu le rates, faut que tu l'aies, etc. Et on privilégie pas assez l'échec. Et Mhm. surtout quand on voit les success stories des entrepreneurs qui ont réussi à une échelle nationale, voire même mondiale, on voit que le beau. Mais Mhm. jamais on s'attarde sur ou très peu de gens font le focus sur
qu'ils ont dû faire, ce qu'ils ont dû endurer pour arriver là où ils sont. Et tout le monde a échoué. Tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas échoué. Et justement, quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs justement à succès, ils vont dire, les échecs, c'est souvent ce qui les ont forgés à avoir soit un caractère, à persévérer, etc. Et donc, forcément, comme dit Laurie, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort, etc., de vaincre ses peurs, mais il faut aussi ne pas avoir peur d'échouer. L'échec, ça fait partie du jeu. Ouais. C'est fait partie du jeu, c'est fait partie du game, c'est comme ça. Et échouer, des fois, ça va même ouvrir des opportunités sur des choses que tu ne soupçonnes même pas au départ. Ouais. Et voilà, je pense que la combinaison des deux font que ça... Il faut avoir ces deux ingrédients-là. Tu vas te planter, c'est pas grave, tu recommences. Mais tu recommenceras même mieux, meilleur, ça sera encore meilleur que ta première idée, etc. Et tu te replantes, eh bien, c'est pas grave, tu vas encore recommencer, etc. Alors, ça demande beaucoup d'abnégation, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup de choses, mais je pense que c'est des ingrédients qui font que ça tend vers le succès. L'échec fait partie du succès. Ok, bah super, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net ? Principalement sur Instagram, sur le compte Basic Coaching. C'est celui qui est le plus actif, le plus alimenté. Après, on a notre site internet, basic.fr, où il y a les informations sur nous, sur nos programmes, etc. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Merci Laurie, merci Aymeric. J'ai vraiment apprécié votre geste de participer au podcast Vie ta meilleure vie. Merci. Merci à toi.